19h sur CNews, merci d'être avec nous pour Face à Philippe de Villiers. Cher Philippe, bonsoir. Bonsoir Elliot, bonsoir Geoffroy. Geoffroy Lejeune est avec nous comme chaque vendredi soir. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi ils avaient mis une cravate la même que moi? Mais parce que j'ai trouvé que vous aviez un certain style. Oui. Et qu'il fallait suivre ce certain style. Ouais. Non, j'ai même pas fait exprès. Mais Ouais. la vôtre est très élégante. Un phénomène de suivisme. Syndrome de Stockholm. Alors, sachez que normalement, je mets des cravates rouges. Oui. J'avais trop peur qu'on me dise le présentateur veut faire comme Donald Trump. Ah oui, Donc j'évite. d'accord. L'ARCOM nous regarde. Bon, l'argument est accepté. Voilà. Et surtout, l'ARCOM nous regarde, donc je fais très attention. Ah oui, mais l'ARCOM peut dire 2 cravates bleues, bleu ciel ou bleu ciel, la dérive. Ça peut être comptabilisé. Oui. Il faut faire très attention. Philippe de Villiers, je voudrais qu'on commence avec cette information. Votre ami Boualem Sansal, qui est détenu depuis près de 70 jours, toujours aux mains du régime algérien. Et les masques sont en train de tomber. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le Parlement européen a adopté une résolution pour condamner l'arrestation et la détention de Boualem Sansal. Et c'est Rachel Binas, la journaliste de Marianne, qui a donné cette information que peu avait jeudi après-midi. 533 votes pour sur 605 eurodéputés présents. Côté français, Rima Hassan a voté contre, Manon Aubry s'est abstenue, les socialistes et les Verts pour. Vous avez souvent dans cette émission parlé de LFI comme d'une 5e colonne. Est-ce que c'en est un nouvel exemple, Philippe de Villiers? Ça va très loin. Là, c'est vraiment très pédagogique. D'abord, il faut saluer l'initiative de François-Xavier Bellamy, qui décidément, en ce moment, monte au créneau, puisqu'on parlera peut-être d'autres sujets dont il s'est emparé. C'est mon ministre de l'Éducation de la grande alternance. C'est un philosophe, je le connais très bien depuis très longtemps. Il est au-dessus du panier, c'est vraiment la classe internationale. Et il a eu cette idée courageuse de proposer une résolution au Parlement européen. Et il s'est passé ce que vous venez de raconter. Alors, en fait, d'abord, c'est une infamie, ce qu'a fait Rima Hassan. Et j'ai vu ce matin François-Xavier Bellamy, il a raconté comment ça s'est passé. Et voilà pourquoi c'est une infamie. Il a raconté qu'en fait, pendant toute la semaine, des diplomates algériens allaient de bureau en bureau, de député en député, avec un argumentaire officiel, pour faire pression sur chacun d'entre eux pour qu'ils ne votent pas la résolution. Et me dit François-Xavier Bellamy, et il a dit ce matin aussi, en fait, tout l'argumentaire des amendements, c'est le gouvernement algérien. Donc en réalité, c'est une représentante assidue, ponctuelle, de l'Algérie en France. Donc c'est grave. Parce qu'elle est française, Boualem Sansal est français, franco-algérien, français, et il est emprisonné pour un délit d'opinion. Et donc une Française qui, au Parlement européen, ne vote pas une résolution pour la libération d'un homme qui a commis un délit d'opinion, c'est-à-dire qu'il a critiqué le gouvernement algérien, c'est très grave. Mais le plus grave, c'est pas ça. C'est que derrière cette infamie, il y a une stratégie. C'est qu'au même moment, presque au même moment, Jean-Luc Mélenchon a fait une déclaration que tous les Français devraient connaître et à laquelle ils devraient réfléchir. Il a dit ceci: l'immigration, ça nous rend plus forts. On ne sait pas s'il parle de LFI ou de la France. Officiellement, il parle de la France. Donc lui, il a compris mieux que quiconque ce qu'était la démocratie. La démocratie, c'est le nombre. Bon, ça a des inconvénients, des avantages. Tocqueville a montré ça. Et pour l'avoir vécu personnellement, je sais que ça a des inconvénients et des avantages. Parce que c'est pas forcément le plus intelligent qui est élu. Et celui qui a le sens du bien public. J'en sais quelque chose. Mais en tout cas, lui, il a compris le nombre. Donc il se dit, soit j'accède au pouvoir par le chaos,
1848, soit j'accède au pouvoir par le suffrage universel, 1958. Il a les deux dates en tête. Il a les deux méthodes en tête. Et donc là, en fait, il y a 6 millions d'Algériens en France. 10% de la population, ça commence à compter. Et comme la gauche s'est détournée du monde ouvrier, en livrant le monde ouvrier à la mondialisation sauvage, il fallait bien trouver des électeurs de substitution. Ils ont trouvé un lumpenprolétariat. Et Jean-Luc Mélenchon en fait son miel. Donc il y a une cohérence parfaite entre Rima Hassan et Jean-Luc Mélenchon. Ça s'emboîte parfaitement. Elle soutient évidemment les Algériens de France. C'est à elle qu'elle s'adresse en votant non à la résolution. C'est à elle qu'elle envoie un message. Et Jean-Luc Mélenchon qui regarde chaque matin, non pas sa cote de popularité, mais le nombre d'étrangers, et notamment d'Algériens, qui arrivent en France. On va parler dans un instant de Donald Trump et revenir sur la cérémonie d'investiture. Mais avant cela, on va faire un tour à Bruxelles toujours, mais cette fois pour parler de la télé publique belge, la RTBF, qui n'a pas diffusé en direct justement le discours de Donald Trump, mais en léger différé. Un décalage pour prendre le temps de l'analyse, explique la directrice éditoriale adjointe de l'information Aurélie Didier. Donald Trump avait selon elle tenu des propos racistes, d'extrême droite et xénophobes, et donc il fallait mettre en place ce qu'ils appellent en Belgique le fameux cordon sanitaire. Regardez cette séquence. Si vous êtes là, c'est parce qu'il y a une particularité dans la diffusion de ce discours. Il va être en léger différé. Pourquoi, Aurélie ? Alors, on a constaté à plusieurs reprises que Donald Trump a tenu des propos racistes, d'extrême droite, xénophobes, d'incitation à la haine également. Et donc, nous avons décidé de diffuser ce discours avec un léger différé pour prendre tout simplement le temps de l'analyse, du décryptage. Et c'est une pratique que nous appliquons déjà depuis de nombreuses années à la RTBF en Belgique francophone avec d'autres médias et que nous appelons avec un terme technique qui s'appelle le cordon sanitaire médiatique. Geoffroy Lejeune, le cordon sanitaire médiatique. Geoffroy Lejeune. Vous avez vu comme nous cette séquence invraisemblable cette semaine. Alors vous avez beaucoup de casquettes, Philippe, mais vous êtes aussi un fin observateur des médias. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Écoutez, c'est hilarant et pathétique. Et ça, évidemment, je me souviens quand j'étais étudiant, j'avais lu Orwell. Je comprenais pas Orwell. Je me souviens, un jour, j'avais dit à mon père, il exagère, c'est n'importe quoi, ça n'arrivera jamais. Mais ça y est, on y est, les 2 minutes de la haine. Bon, la première puissance du monde, quand même. Bon. Et alors, première réflexion, c'est le commentariat officiel du Belgiquistan. Puisque la Belgique, ça y est, c'est presque réglé, hein. L'islamisation de la Belgique, c'est presque irréversible. Donc, on voit l'ambiance. Et ensuite, il faut comprendre le propos. Se mettre un instant à la portée de cette personne éminente d'une parfaite bonne foi. Qu'est-ce qu'elle dit au fond ? Elle dit: il faut faire un exercice de salubrité publique. Mettre à l'abri les ploucs et les beaufs qui ne comprennent rien et qui sont influençables. Les mettre à l'abri. Comme on fait avec les pompiers pour un accident de la route très grave. On met des tentes tout autour pour que personne ne voit rien, quoi. Donc on met une tente autour de Trump en disant on laisse parler le monstre. En fait, l'Amérique de Trump, elle a mauvaise haleine. Elle a la tripe vilaine, elle a le regard infesté et la bouche empuantie. Et ce qu'il y a de terrible pour le camp du bien, je pense à eux en cet instant, surtout ceux qui regardent cette émission, et ils sont en train de se dire « Le ventre fécond est encore fécond, et il enfante encore la bête immonde. » La bête immonde, Philippe de Villiers, on va en parler. Et on va revenir sur cette cérémonie d'investiture de Donald Trump, le 47e président des États-Unis, a prêté serment sous le Capitole. Et pour commencer, je vous propose qu'on revise ensemble quelques temps forts de son discours, quelques déclarations qui ont marqué et été commentées tout au long de la semaine. Mes chers concitoyens, l'âge d'or de l'Amérique commence maintenant.
Aujourd'hui, je signerai une série de décrets historiques. Avec ces actions, nous commencerons la restauration de l'Amérique et la révolution du bon sens. C'est le bon sens qui triomphera. Tous les clandestins seront refoulés. Après des années d'efforts fédéraux anticonstitutionnels contre la liberté d'expression, je vais également signer un décret pour immédiatement mettre fin à la censure gouvernementale. Je vais restaurer la liberté d'expression aux États-Unis. À partir d'aujourd'hui, la politique du gouvernement des États-Unis sera la suivante. Il n'y a que deux genres, hommes, femmes. Il y a quelques mois, dans la magnifique Pennsylvanie, une balle a traversé mon oreille. Mais à l'époque, et je le crois encore plus maintenant, je pense que ma vie a été sauvée pour une raison très précise. J'ai été sauvé par Dieu pour rendre à l'Amérique sa grandeur. Voilà pour les temps forts de son discours. Geoffroy Lejeune, vous avez une question pour Philippe de Villiers. Je vous imagine devant votre télévision en Vendée, Philippe, devant cette cérémonie d'investiture. Qu'est-ce que vous en retenez? Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Alors d'abord, en le voyant, je pensais à ce que disent les sociologues de deuxième zone du CNRS, l'incarnation. Là, on a une incarnation incroyable, ça change tout, quoi, vous voyez. Il envoie, comme disent les jeunes. Et je pensais à Edmond Dantès, parce qu'en fait c'est ça, hein, son histoire. Il était quasiment en tôle, il sort, il triomphe, la foule est à ses pieds et les jolies femmes. Et alors, ce qui m'a frappé, sur les premières images et tout au long de la cérémonie d'investiture, c'est le contraste entre la gauche et la droite de Trump. Vous regardez sur sa gauche, c'est une sensation physique que je vais exprimer. Donc superficielle, on me le pardonnera. Mais à gauche, on voit l'ancienne Amérique, la vieille Amérique avachie, grise, Biden, Harris, Obama, les Clinton, et une Amérique hagarde qui comprend pas très bien ce qui se passe, c'est ce qu'il est en train de dire, et sous des vieux cétacés immobiles et bouche ouverte. Et à droite du monstre, il y a la jeune Amérique, pimpante, enjouée, optimiste, et qui rit à gorge déployée, sans aucune retenue. En fait, à droite, vous avez les pin-up, et à gauche, les kakoshim. À droite, vous avez l'Amérique conservatrice, décolletée. Et à gauche, vous avez l'Amérique progressiste emmitouflée. Voilà, tout est dit en fait. Tout est dit dans ce spectacle. Alors après, dans ce qu'a dit évidemment Donald Trump, tout change. C'est plus la même Amérique. Et pourquoi ? Parce que en fait, il est en rupture avec tout ce qui s'est passé avant. Songez à la chose suivante. Le Parti républicain était en perdition. C'était le business, Wall Street et l'Amérique des profits. C'était la peau de chagrin. C'était fini. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un composé sociologique qu'aucun alchimiste ne serait capable de faire pour transformer le plomb en or. Il prend l'Iron Belt, la ceinture de rouille, il y ajoute les techno-libertariens de la Silicon Valley,
Et il y ajoute les podcasters évangéliques. C'est-à-dire que aux uns, il promet l'usine, aux autres, il promet l'espace, et au troisième, il promet le ciel. Et ça marche. Et voilà que s'ajoutent les latinos et tous ceux qui, par-delà leur religion, de toute religion, le rejoignent contre le wokisme. Alors, quel est le secret de ce mélange des cornus, comme on dit chez les alchimistes? Alors d'abord, il y a le magnétisme de l'homme. Il a une phrase extraordinaire, il dit je suis comme eux, sauf que je suis milliardaire. C'est magnifique. En fait, il parle comme les déclassés, il rêve comme les techno-libertariens, et il espère comme les évangéliques, sachant qu'il a le bénéfice d'avoir l'oreille de Dieu. Oreille percée comme Malchus dans la Bible. Et en fait, son secret, c'est génial. Son secret, c'est le composé idéologique. Et c'est là qu'il gagne la bataille culturelle. C'est-à-dire le progrès technologique allié au conservatisme sociétal. Oui aux transformations économiques, commerciales, oui aux transformations technologiques, en allant toujours plus loin. Non aux transformations de la société et du wokisme. Et en fait, il a 3 diptyques. Et justement, est-ce que Donald Trump tourne le dos sur ces 3 diptyques? Oui, alors les 3 diptyques, c'est 1, la Terre et l'espace. Donc, vous voyez, ce qui est fini et ce qui est infini. Ensuite, il a l'intelligence et l'intelligence artificielle. Et enfin, l'homme et la femme. Donc, c'est du bon sens appliqué à un pays conquérant. Et on y vient sur ces 3 diptyques. Est-ce qu'il tourne en quelque sorte le dos au mythe fondateur de l'Amérique? Mon cher Elliot, vous redites ce que tous les journalistes disent, en fait. Oui, mais... Oui. Exceptionnel. Ah oui. Ça va me dire que je... Dans l'émission, il y a quelques pièges. Vous m'entendez? Vous vouliez que je tende le bâton pour me faire battre? Oui. Que je représente la corporation. Allez-y. Non, on dirait un candide de la presse mainstream. Mais oui, mais écoutez, par moment, mais c'est normal. Il y a un côté Voltaire. Oui. Alors, il faudrait, du coup... Est-ce qu'il tourne le dos? Ah oui, d'accord. Alors justement, en apparence, oui. En apparence, oui. Tous les spécialistes de l'Amérique, d'ailleurs, disent qu'il a complètement tourné le dos au mythe fondateur. En fait, pas du tout. Il les revisite avec une fidélité qui est géniale. C'est-à-dire, premier mythe fondateur. On va les revisiter ensemble. Premier mythe fondateur, la destinée manifeste. De quoi s'agit-il? Pour les Américains, depuis les premiers pèlerins puritains qui sont arrivés sur le Mayflower, qui ont fondé les 13 colonies, et promu l'idée d'une croyance mystique en une élection divine de l'Amérique, une sorte de prédestination qu'on appelle la destinée manifeste. Qu'est-ce que fait Trump? Trump, dans le discours qu'on vient d'entendre, il dit à un moment donné, j'ai eu l'oreille percée, et là j'ai compris que c'était Dieu qui m'envoyait un message. C'est normal, Dieu s'exprime, il parle à l'oreille, à voix basse. Il n'a pas besoin de hurler. Et là, il explique, Dieu m'a dit, il faut sauver la grandeur de l'Amérique. Donc on est en plein dans la destinée manifeste. Mais pas à la manière de Wilson, Woodrow Wilson, après la Première Guerre mondiale, pas à la manière de Bush et des néoconservateurs qui, eux,
voulait appliquer la destinée manifeste au monde entier. C'est-à-dire l'Amérique a vocation à dominer le monde entier pour civiliser le monde. C'était ça la destinée manifeste. Là, il revisite la destinée manifeste et il l'applique à l'Amérique et il dit « Oui, la destinée manifeste aujourd'hui, ça consiste à reciviliser l'Amérique. On se contentera de ça. Mais en appliquant la doctrine Monroe, Monroe, c'est quelqu'un qui avait dit l'Amérique doit être chez elle en Amérique. Point. Bon, déjà, c'est pas mal, mais ça suffit. D'où Panama, Canada, etc. Donc, il est dans la tradition. Il a même cité les premiers présidents. Il est jacksonien. C'est un Jefferson réincarné. Voilà. Deuxième mythe fondateur. C'est encore plus génial et plus simple. La frontière. En fait, il sait, lui, contrairement à nos politiciens, qu'une nation, c'est des compteurs, des contours. Nous, on a perdu les deux. Et lui, en fait, il dit, voilà, je vais m'occuper des deux frontières. L'ancienne frontière et la nouvelle frontière. L'ancienne frontière, il envoie l'armée sur la ligne mexicaine. Donc l'ancienne frontière, c'est le Mexique, et la nouvelle frontière, c'est Mars. Et en fait, dans mes souvenirs de jeune homme, j'ai retrouvé une phrase de Lénine qui m'a servi de devise quand j'ai créé le Puy du Fou. Lénine disait « Le communisme, ça sera les soviets plus l'électricité ». Et moi, quand je suis arrivé au Puy du Fou, sur la colline de Bois-Mort et de Ruines, je me souviens que j'avais dit à mes premiers interlocuteurs qui étaient estomaqués, le Puy du Fou, ça sera la tradition orale plus l'ordinateur. J'avais en fait plagié Lénine. Et lui, en fait, il refait le coup à sa manière. Il dit ça sera MAGA plus IA. C'est-à-dire, en fait, il prend l'Amérique corporate et l'Amérique MAGA, et il dit frontière, nouvelle frontière. Et donc, il s'adresse à tout le monde. C'est assez remarquable. Et donc, en fait, Trump, qu'on qualifiait de personnage grossier, il a un cerveau qui fonctionne. En fait, c'est un entrepreneur. Et je me demande si, un jour, il ne faudrait pas mettre à la tête de la France un entrepreneur. On se posera peut-être la question après la publicité. On revient dans un instant. J'ai encore beaucoup de questions à vous poser. J'endosserai ce rôle, ce costume de journaliste qui peut se tromper sur certaines questions, bien sûr. On revient dans quelques instants pour la suite de Face à Philippe de Villiers. Quasiment 19h30 pour la suite de Face à Philippe de Villiers, toujours avec Philippe bien sûr et Geoffroy Lejeune. On était en train de parler de Donald Trump avant la publicité. On revenait sur cette cérémonie d'investiture, les conséquences pour les États-Unis, mais également pour le monde. Alors est-ce qu'il faut y voir à travers cette victoire de Donald Trump, Philippe de Villiers, une alternance américaine ou une bascule mondiale? Pour répondre à votre question, je vous dirais d'abord que, historiquement, ce qui vient des États-Unis vient en France, avec un léger délai. La Révolution américaine a précédé la Révolution française. Les émeutes de Berkeley ont précédé les émeutes de mai 68, etc., etc. Et dès que vous avez une idéologie qui part de France, comme la French Theory, elle revient ensuite en boomerang. C'est ainsi. Et donc là, à mon avis, on est dans le même cas, sauf que je pense que la tempête Trump, le moment Trump, comme diraient les politiciens, il a son moment. Elle a son moment. Et en général, le moment ne dure pas. Sauf que là, en fait, il a fait bouger la tectonique des plaques. J'avais dit la dernière fois, quand la tectonique des plaques se met à bouger, il suffit d'un doigt pour faire levier. Et là, c'est un gros doigt. Et la tectonique des plaques, elle s'affole. Parce que il apporte à l'Amérique, et par voie de conséquence au monde, plusieurs révolutions idéologiques qui vont être des séismes. On les énumère. La première révolution idéologique, c'est la fin du mondialisme.
il met fin au mondialisme. Qu'est-ce que c'est que le mondialisme? Le mondialisme, né dans les années 89-90 avec le traité de Marrakech, qui instaure l'Organisation mondiale du commerce, c'est la prime au consommateur sur le producteur. C'est la fin des protections, c'est la fin des barrières, c'est la fin des droits de douane, c'est la fin des frontières, c'est la fin de l'idée que la nation est un espace économique pertinent. Et c'est l'avènement des chaînes de valeur globale. J'ai lu avec attention le discours de l'impératrice von der Leyen à Davos, dans le temple de Davos. Et c'est très ennuyeux parce que c'est un discours de fonctionnaire, en fait, de commissaire ou de commissionnaire. Mais elle dit à un moment donné, en versant une larme, parce qu'elle pressent la situation à venir, et dit « Ah, les chaînes de valeur globale, il n'est pas rare, je cite, mais vous pouvez retrouver le texte, il n'est pas rare qu'une puce soit conçue aux États-Unis, puis fabriquée à Taïwan avec des machines européennes et qu'ensuite elle soit conditionnée en Asie du Sud-Est et finalement assemblée en Chine. Ça, c'est fini. Ou presque fini. En tout cas, c'est fini du côté américain et les autres vont suivre. Pourquoi? Parce qu'on va passer au protectionnisme. Le protectionnisme, j'ai dit, le mondialisme, c'est la prime au consommateur. Le protectionnisme, c'est l'inverse, c'est la prime au producteur. C'est-à-dire, on retrouve les protections, les barrières, on protège le producteur. Et la nation redevient un espace économique pertinent. Il y a une phrase de Trump qu'il faut méditer, qui est très intéressante, et qui est la suivante. Jusqu'à présent, on taxait les citoyens pour enrichir les pays étrangers. Avec moi, et désormais, on va taxer les pays étrangers pour enrichir les citoyens. C'est la définition du protectionnisme. Parce qu'il veut recréer une industrie, etc., etc. Ça, c'est le premier tremblement de terre. Le deuxième tremblement de terre, c'est la fin du multilatéralisme. Les gens qui nous écoutent ne sont pas forcément des spécialistes du droit international, mais c'est très facile à comprendre. Le multilatéralisme, c'est ce qui s'est passé après-guerre. Depuis la guerre, il y a tout un système institutionnel qui est en train de s'effondrer. Ce système institutionnel, c'est-à-dire l'ONU, l'OMC, l'OMS, la CPI, la Cour internationale, les accords de Paris, etc. Voilà. Pourquoi? Parce que Trump a décidé de pratiquer ce qu'on appelle l'unilatéralisme, ou encore la diplomatie transactionnelle, c'est-à-dire je parle avec toi, on ne parle plus à trois, je parle tout seul. Moi, je parle avec toi, je parle avec toi. Bon. En espérant des avantages supérieurs que si on est ensemble dans la même pièce. Et ça, c'est un âge complètement nouveau. En fait, on assiste à trois phénomènes incroyables dans la vie internationale. Le premier phénomène, c'est le retour des logiques de puissance avec des États qui se rêvent en empire. Trump, il rêve de ce que Raymond Aron appelait la République impériale, en tout cas sur son continent, avec la doctrine Monroe que j'ai citée tout à l'heure. Poutine rêve de l'accès aux mers chaudes, comme dans l'Empire russe. Le sultan Erdogan rêve de l'Empire ottoman, les Iraniens rêvent de l'Empire perse, et la Chine rêve de l'Empire du Milieu. Donc on va vers cette logique des rivalités géostratégiques. Le deuxième élément, je viens de le dire, c'est l'effondrement du système institutionnel, donc il n'y a plus personne pour réguler les conflits. Et le troisième phénomène dont j'ai déjà parlé ici, ce sont les pièges de Thucydide. Vous savez, Sparte et Athènes, quand il y a une nation déclinante mais encore puissante, qui voit une nation montante et qui est encore prenable. Vous voyez, soldat va dire à Sparte,
passant, va dire à Sparte que ses soldats sont morts ici pour obéir à ses lois, la guerre du Péloponnèse, etc. Et là, en fait, on a le piège de Thucydide. En fait, il est obsédé par une chose. Il ne nous regarde pas, nous. Il regarde la Chine, Trump. Voilà. Et donc ça, c'est le deuxième élément, la fin du multilatéralisme. Troisièmement, la fin du multiculturalisme. Ça nous intéresse de plus en plus. Le multiculturalisme, c'est ce que Mathieu Bock-Côté, le seul sociologue que j'ai envie d'écouter au monde, et qui dit, je crois que c'est lui qui a eu cette formule, l'Amérique était le laboratoire planétaire du paradis diversitaire. Tout est dit, le wokisme, etc., etc. Bon, il ne faut pas croire que ça va s'arrêter. La phrase de Trump, elle va franchir l'Atlantique. Et donc, je comprends qu'Elisabeth Borne et toute la bande des wokistes du gouvernement paniquent. Parce que le LGBT, c'est pas des jours heureux pour eux. Vous voyez ? On va revenir au bon sens. Et puis enfin, l'état profond. Qu'est-ce que l'état profond ? Parce que dans les lettres que je reçois, les gens disent, on ne sait pas, vous parlez d'état profond. Alors l'état profond, c'est simple, c'est des hauts fonctionnaires qui restent en place et qui regardent les alternances en se marrant. C'est-à-dire que l'état profond, c'est une entité pérenne qui survit aux alternances et qui impose l'idéologie des ingénieurs sociaux de Saint-Simon, c'est-à-dire on fait la cité sans frontières et on ne se préoccupe pas du tout de ce que les politiques peuvent penser. L'état profond par excellence, chers amis, l'état profond des états profonds, c'est l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que l'état profond n'est pas élu. L'Union européenne n'est pas élue. La commission de Bruxelles, elle n'est pas élue, elle fait ce qu'elle veut. Et vous savez, quand on a une entité qui n'est pas élue et qui est loin du peuple, elle est guettée par la corruption. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et on y vient justement, Philippe de Villiers, vous me faites la transition, puisque Emmanuel Beretta, journaliste du Point... Dans votre incroyable, je me demande si vous n'êtes pas journaliste, en fait. C'est la grande question. Oui. Peut-être... un avenir. Peut-être il y a de la concurrence, ils ont besoin de la respiration artificielle. La Commission européenne a payé, sujet très intéressant, personne n'en parle, Philippe de Villiers. La Commission européenne a payé des ONG pour faire son lobbying, explique Emmanuel Beretta, journaliste au Point dans son enquête. L'institution finançait selon lui des ONG pour faire pression sur les eurodéputés en faveur du pacte vert. Un système de lobbying fantôme que le commissaire au budget a dû reconnaître. Jean-Paul Garot, député européen patriote du Rassemblement national, qui explique avoir saisi le parquet national financier, le parquet européen et la présidente du Parlement européen ainsi que l'OLAF, je dis pour les téléspectateurs, l'OLAF c'est l'Office européen de lutte anti-fraude. Et François-Xavier Bellamy, dont vous parliez en début d'émission, a lui aussi réagi. Je vous propose de l'écouter, c'était ce soir. Là où la séparation des pouvoirs devrait être évidente entre le législatif et l'exécutif, entre le Parlement et la Commission, l'exécutif cherchait à influencer le vote des députés en mettant de l'argent dans ces organisations pour qu'elles viennent tenter de nous convaincre. Et lorsque nous avons voté contre des mesures que la Commission proposait sur le 100% véhicule électrique, par exemple, ou bien sur les rénovations énergétiques de bâtiments et les nouvelles normes que la Commission créait pour cela, nous le faisions alors que des ONG omniprésentes au Parlement cherchaient à nous convaincre, au contraire, de soutenir. Geoffroy Lejeune. Philippe, vous avez été député européen et vous avez raconté dans certains de vos livres la manière dont les lobbyistes venaient essayer de vous convaincre ou de vous corrompre, je ne sais pas comment on appelle ça, de voter certains textes. Et à la fin, d'ailleurs, vous racontez souvent qu'ils ne toquaient même plus à votre porte parce que vous aviez dit que ça ne servait à rien de venir vous parler. Est-ce que ce que vient de décrire Emmanuel Beretta du Point ou François-Xavier Bellamy, ça vous surprend ? Et en fait, qu'est-ce que vous pensez de cette information qu'on vient d'apprendre ? Sous-traité, hein ? Personne n'en parle. Il faut remercier François-Xavier Bellamy, courageux comme d'habitude, et Jean-Paul Garot, qui est un ami personnel, qui est un homme remarquable, un grand juriste, un grand magistrat, et qui a saisi le parquet financier. On va voir s'ils sont aussi alertes sur cette question-là qu'avec les hommes politiques. Ça va être intéressant à observer. Alors, en fait, on est devant un double scandale. Un scandale moral et un scandale politique. Le scandale moral, c'est la corruption. Vous avez bien compris que... Moi, je me suis fait expliquer 2 fois pour être sûr d'avoir bien compris. Donc, vous avez la commission qui paye des ONG
elles sont payées pour corrompre les députés. C'est-à-dire leur dire le pacte vert c'est extraordinaire, etc. C'est-à-dire que la commission a besoin de corrompre son environnement immédiat avec des entités à sa solde pour aller corrompre les députés. Et alors moi je sais de quoi je parle, parce que quand j'étais député européen, écoutez-moi bien, vous savez combien il y a de lobbyistes à Bruxelles ? De lobbyistes, c'est-à-dire les gens qui sont payés pour aller corrompre les députés, parce qu'en fait c'est une corruption légale. Voilà. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un de chez Bayer ou de, enfin je devrais pas citer. Ah oui, ne citez pas. Oui, bon, voilà. Mais parce qu'à l'époque je m'occupais des abeilles et donc les gens de chez Bayer venaient me voir et frappaient à la porte. Alors moi j'avais mis une pancarte interdit aux chiens et aux lobbyistes. 50 000 lobbyistes. Et donc ils arrivent jusque dans l'hémicycle, aux portes de l'hémicycle. Ouais. Et vous êtes choyé, entouré, il y a 70 lobbyistes par député. C'est extraordinaire. Et donc, en fait, il arrive ce qui doit arriver. Le Green Deal Gate. Vous allez voir que le mot va faire fortune. Après le Qatar Gate, le Green Deal Gate. Voilà. Bon, Okay. Voilà. Alors, le deuxième scandale, c'est le scandale politique. On n'a pas le temps de l'aborder. Mais le Green Deal, en fait, le pacte vert, au moment où la Chine nous vend les panneaux photovoltaïques, les terres rares pour les rotors de nos éoliennes, les microprocesseurs, les semi-conducteurs, les batteries, 80% des batteries pour nos voitures électriques sont fabriquées en Chine. Au moment où les États-Unis vont installer une herse douanière qui va les renforcer et nous affaiblir, nous, qu'est-ce qu'on fait ? On déclare la décroissance. Oh, la décroissance. Et en fait, réfléchissez bien. La guerre en Ukraine, le pacte vert, en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, la guerre en Ukraine, c'est le Buy American Act de l'Europe. Et le pacte vert, c'est le China Buy Act. C'est-à-dire qu'on achète, grâce au pacte vert, tout le matériel nécessaire pour respecter le pacte vert à la Chine, et grâce à la guerre en Ukraine, on achète le gaz liquéfié à l'Amérique. Et qu'est-ce que dit Madame von der Leyen ? Elle n'a pas honte. Elle dit on est prêt, Monsieur le Président, qu'elle n'a toujours pas rencontré, parce que le Président, il a appris la phrase de Kissinger, l'Europe, quel numéro de téléphone ? Il n'a pas trouvé le numéro, donc il l'a pas appelé. Et elle dit Monsieur le Président. Elle a dit d'abord Monsieur le Président. C'est adressé à lui comme ça. Monsieur le Président, les mains jointes. C'est la première fois qu'elle joint les mains. Elle dit Monsieur le Président, on est prêt à vous acheter plus de gaz liquéfié. Épargnez-nous les droits de douane. Sinon, on est mort. Voilà. Donc cette Europe-là, on en reparlera. Elle est morte. Ah, c'est une phrase forte, Philippe de Villiers. Il dit cette Europe-là est morte. Je pense que le mur de Maastricht le mur de Berlin est tombé, le mur de Maastricht va tomber. On en parlera la semaine prochaine. Ah oui. Parce que c'est un élément, je n'avais jamais entendu ça. Et je vous dirai pourquoi. Oui. Donc la semaine prochaine, on doit comprendre pourquoi le mur de Maastricht est tombé. Oui, on est deux à savoir, Van der Leyen et moi. Ah, je pensais que Saint-Ignon était aussi au courant. Oui, mais... Oui. Philippe de Villiers, on va vous laisser beaucoup de temps pour cette dernière partie d'émission. On va vous laisser du temps parce que vous avez parlé de Donald Trump, vous avez expliqué, selon vous, les raisons et les conséquences de sa victoire. Mais comment peut-on expliquer, Philippe de Villiers, qu'aux États-Unis, il paraît en quelque sorte naturel que les jeunes Américains accrochent leur drapeau aux fenêtres, alors qu'en France, un tel geste encourt la suspicion, voire les accusations d'extrémistes. Philippe de Villiers. Il y a une phrase de Jean Jaurès qui est très belle et qui résume bien la réponse à votre question. La patrie, c'est le bien de ceux qui n'ont rien. Et c'est pas étonnant. D'ailleurs, Barrès dit en réponse, la patrie, c'est l'affaire des gueux, pas l'affaire des riches. Les riches, ils se débrouillent. Ils n'ont pas besoin de la patrie. Et la question qu'il faut poser, c'est qu'est-ce donc que la patrie pour l'homme de sable de la société liquide, qui est la nôtre, l'homme de sable de la société liquide qui ne
retient rien, qui ne voit rien, qui ne regarde rien, qui n'aime plus rien d'autre que l'instant de l'illimitation marchande, l'hédonisme consumériste, la patrie. Le patriotisme en France est moribond. C'est le seul pays du monde, avec la Belgique, où il est moribond. Alors pourquoi ? D'abord parce que ce qu'on présente aux Français lorsqu'on leur parle de la France, c'est pas un pays en fait, c'est un régime. On parle plus de la France, les politiciens ils parlent plus de la France, ils parlent de la République. C'est-à-dire, la France c'est un pays, la République c'est un régime. C'est pas du tout la même chose. On peut faire aimer un pays, un régime c'est différent, on peut l'aimer ou le critiquer. Et donc en fait, on a en France remplacé l'imaginaire collectif par une abstraction, les valeurs de la République. Et on croit qu'on va mobiliser les jeunes avec les valeurs de la République. Non. Et pire que ça, la France s'interdit à elle-même d'aller chercher dans son passé tout ce qui est avant le 21 janvier 1793. Petite parenthèse, la mort du roi innocent. Et tout ce qui est avant, c'est affreux, depuis la fin du roman national. La France, en fait, est divisée contre elle-même. Toute demeure divisée contre elle-même périra. La France est amputée. La France vit une amputation mémorielle. C'est-à-dire que tout le légendaire du dépôt millénaire est interdit avant 2 siècles. On n'a le droit de consommer que les 2 derniers siècles. Alors où on va chercher nos rêves ? Où vont chercher leurs rêves ces enfants de France ? Mais il y a une autre raison, plus récente, qui fait que le patriotisme est en train de mourir. C'est la souveraineté européenne. La souveraineté européenne qui surplombe et maintenant efface la souveraineté nationale. Et ça me fait penser à la phrase de Mitterrand. 2 phrases de Mitterrand, à vrai dire, qui sont 2 condamnations. Il dit « Le nationalisme, c'est la guerre ». Je l'ai entendu, j'étais là. Le nationalisme, c'est la guerre. Curieux d'ailleurs parce que un Ukrainien déclaré nationaliste, c'est un héros. Mais un Français qui se déclare nationaliste, c'est un fasciste. C'est un monstre. Voilà. Et ensuite, il a dit la France est notre patrie, l'Europe est notre avenir. Ça veut dire que la patrie, c'est du passé. Heureux ceux qui sont morts sur la terre charnelle, pays. Et puis, la 3e raison, qui est la plus actuelle, qui est récente, depuis que les historiens sont devenus des médecins légistes, et qu'on a livré l'histoire, la grande histoire, aux sciences sociales jargonnantes et mortifères, eh bien, c'est la suspicion du passé. La suspicion du passé de la France. Avec le wokistan, la criminalisation du passé par le wokistan, il faut décoloniser la France pour la recoloniser. Celui qui a commencé, c'est Macron, quand il a dit « La colonisation a été un crime contre l'humanité ». Il a accusé son propre pays d'être criminel contre l'humanité. Et puis, le wokistan, j'ai dit aussi l'islamistan, avec la halalisation de l'histoire, que tous les profs vivent dans toutes les écoles, avec l'autocensure. La halalisation, ça veut dire qu'il y a une histoire haram, une histoire halal, il y a une histoire interdite, une histoire autorisée. Donc, on se censure. Comment voulez-vous qu'il y ait des enfants qui s'enthousiasment ? Et la question que je pose, elle est grave. Elle est la suivante. Il y a des Français d'héritage et des Français de désir, des Français d'aspiration, des Français de curiosité. En tout cas, ils s'approchent de la France. Ils voudraient la connaître. Ils voudraient la faire leur. Et je dis ceci. Quand on ne propose plus à la jeunesse de France nos drames, nos larmes, nos héros, nos gloires, alors il y a la tentation pour ces jeunes qui ne connaissent pas encore la France et qui voudraient l'aimer, d'aller chercher d'autres drames, d'autres larmes, d'autres héros, d'autres gloires. Alors,
Vous me direz, mais alors comment on fait pour faire renaître le patriotisme? Il faut recréer un imaginaire collectif. Une nation ne peut pas vivre sans un imaginaire collectif. Et pour recréer un imaginaire collectif, il faut, première condition, le réenracinement. Se réenraciner, ça veut dire apprendre à nouveau, comme les plantes, à vivre, à respirer entre l'humus et la lumière. Pauvres petits poussins d'hommes en batterie, privés, sevrés de la sève d'en haut et de la sève d'en bas, et qui sont guettés par la dénutrition de l'être intérieur. Il faut cesser de déchirer les tissus vivants comme un enfant déchire une rose. Le réenracinement. Ensuite, le retour de la fierté. Et là, je voudrais insister là-dessus parce que c'est capital. Moi, depuis que je suis enfant, on m'explique la France est trop petite. Le fameux levier d'Archimède. À plusieurs, on sera plus fort. Ça, je me souviens des conversations avec Bayrou et avec Valéry Giscard d'Estaing. Et en fait, un jour, je me suis dit, et j'avais collé Giscard là-dessus, j'ai dit, mais en fait, votre conception de la puissance, elle date d'un temps révolu. Je vous explique. Et voilà ce que je leur avais expliqué. Vous parlez comme du temps de Taylor, où en fait, on disait une grande usine, c'est une usine qui a une grande taille. On identifiait la puissance à la taille avec Taylor, le Taylorisme. Et puis, comme Vidal de Lablache, le grand géographe, qui faisait tourner sa map monde avec des taches roses. Et on disait, un grand pays, c'est un pays étendu. Et ça, c'est fini. L'idée qu'il y ait une identité entre la taille et la grandeur, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'on est au temps de la miniaturisation du microprocesseur et de l'atome. La puissance, c'est comme l'atome. C'est la combinaison contradictoire de l'infiniment petit et de l'infiniment puissant. Vous avez des petits pays, Israël, qui sont puissants. Vous avez des grands pays, l'Australie, qui ne sont pas puissants. Et donc la France, en fait, c'est une grande puissance. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'une grande puissance? Une grande puissance, c'est un pays qui est regardé comme puissant dans le regard des autres. Ce qui est notre cas à nous. Et enfin, et surtout, je terminerai par là, il faut donner accès aux beautés françaises. Expliquer à nos jeunes, et chacun peut le faire, il suffit de sortir de chez soi et de regarder le trésor. Il est sous nos yeux, et on ne le voit plus, et on ne le voit pas, et on ne le regarde pas, et on ne le soupçonne pas. Il faut leur dire, la France est une romance qui peut embraser le roman de vos vies. Alors aujourd'hui, les jeunes ne sont plus comme avant. Les jeunes sont des écorchés vifs. Ils ont une sensibilité à fleur de peau. Et donc, il ne faut plus leur dire, comme on disait dans le temps du roman national, où il y a encore 50 ans, aimez la France, regardez comme elle est performante. Non. Il faut leur dire, regardez la France comme elle est belle et fragile. Parce que si on présente la France comme un être qui a la beauté et la fragilité, on donne envie de l'aimer davantage pour la sauver. Il faut que les jeunes Français soient appelés à aller chercher dans une quête toute personnelle, je pèse mes mots, nos splendeurs intimes. Un grand merci Philippe de Villiers pour cette nouvelle émission. On se retrouve évidemment la semaine prochaine avec nos drapeaux. Avec nos drapeaux français. Merci à vous Geoffroy Lejeune. Merci Elliot, merci Philippe. Dans un instant, c'est l'heure des pros 2 avec Elisabeth Lévy, Jean-Sébastien Ferjou, Patrick Roger et Jules Torres. Merci à tous les deux, c'était un plaisir d'être avec vous. Et nous, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.